Salouété Kondiski-Pouli. S'il y a bien un événement que l'on connaît tous, c'est le 11 septembre 2001. Ce funeste jour où les tours jumelles de New York se sont écroulées successivement après deux percussions de deux avions d'American Airlines. Il est considéré aujourd'hui comme le plus grand attentat terroriste de tous les temps. Mais saviez-vous qu'il aurait pu se dérouler en France, et ce 7 ans avant le 11 septembre? Aujourd'hui, je vous parle de cet événement méconnu mais ô combien oufissime de notre histoire récente, le détournement du vol Air France 89-69 le 24 décembre 1994. Allez, c'est parti. Et oui, vous ne l'avez pas vu venir celle-là, le 11 septembre aurait pu s'appeler le 24 décembre. Je vous parle du vol Air France 89-69, dont les 232 occupants de l'appareil ont été pris en otage la veille de Noël 1994 à l'aéroport d'Alger. Alors que l'avion, un Airbus A300 arrivé de Paris la veille, se préparait à repartir vers la capitale française. Mais avant d'aller plus loin, vous l'avez deviné, il faut un petit peu contextualiser tout ça. Comme vous le savez, l'Algérie, jusqu'en 1962, date de la fin de la guerre d'Algérie, c'est une colonie française, et à partir du départ définitif des Français, le nouveau régime demeure assez instable, et dans les années 90, des élections ont lieu. Il se trouve que le parti islamiste du pays remporte ces élections et elles sont contestées par les responsables militaires algériens. Ça se termine en coup d'état et une guerre civile éclate. Et du coup arrive 1994 où les choses sont loin d'être réglées. Voilà, c'est un petit peu le bordel dans le pays, mais ça n'empêche pas les compagnies aériennes, dont Air France, d'interrompre leur vol. Mais je vous rassure, les employés d'Air France qui effectuent ce vol régulier vers l'Algérie, ils ont eu la possibilité par la direction de la compagnie d'effectuer ces vols sur la base du volontariat. Ainsi donc, la veille de Noël 1994, alors que le vol AF 89-69 se prépare à repartir vers Paris, il est environ 11 h du matin, 4 hommes armés se présentent à l'appareil et ils se disent être policiers en mission de vérification. Alors qu'un passager intrigué exhibe sa carte de police pour demander des explications, la supercherie est démasquée et les 4 terroristes brandissent leur kalachnikov en l'air, et pour les passagers de l'A300, le cauchemar commence. Le mobile des terroristes est simple, faire connaître leur combat dans la guerre civile qui secoue l'Algérie, et ainsi donc demander la libération de 2 chefs du GIA, la faction terroriste qui a remporté l'élection dont je parlais tout à l'heure. Ils sont emprisonnés et ils exigent leur libération. Ils ordonnent donc tout simplement au commandant de bord de décoller, mais vous vous doutez bien, les autorités algériennes qui ont vite été alertées clouent l'avion au sol et se montrent intransigeants avec les pirates. Alors que les négociations sont dans l'impasse, et ce 3 heures après le début de la prise d'otage, les terroristes décident de liquider un otage pour faire pression. Ils choisissent donc le policier dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, les terroristes le considèrent comme un traître, puisqu'en fait il a montré sa carte de police, et ça n'a pas du tout joué en sa faveur. Il est donc le premier otage tué, son cadavre est jeté hors de l'avion, sous l'œil horrifié des mécaniciens qui sont autour de l'avion. Du côté français, l'affaire ne met pas beaucoup de temps à remonter jusqu'au gouvernement. On décide donc d'envoyer le GIGN en Algérie pour pallier à l'inaction des autorités algériennes. Non, je rigole, c'est pas ça du tout. En fait, il est impossible d'envoyer le GIGN en Algérie. L'avion, bien qu'immatriculé en France, se trouve sur le sol algérien, et envoyer des forces armées françaises en Algérie serait risquer un incident diplomatique avec l'Algérie. Les hommes du GIGN sont donc déployés sur l'île espagnole de Majorque, l'endroit le plus proche de l'Algérie, et ils sont contraints d'attendre que la situation évolue. Alors que le lendemain c'est Noël, les négociations n'avancent toujours pas entre le chef des terroristes et les autorités algériennes. Ces derniers tentent un move assez incroyable, on va dire. Ils vont chercher la mère du terroriste, Yahya, et cette dernière le supplie d'abandonner la prise d'otage. Voilà, la scène est assez cocasse, on appelle ça faire avec les moyens du bord, et l'effet sera totalement inverse. Le chef des terroristes pète les plombs et ordonne l'exécution d'un deuxième otage. Ils choisissent donc un diplomate vietnamien qui passait par là, en fait, considéré comme le plus étranger de l'avion, et abandonne son corps en le jetant aussi hors de l'avion à côté du corps du malheureux policier exécuté la veille. La meilleure idée de tous les temps. Enfin, comme si le gars allait rentrer chez lui et être puni de dessert, quoi. Alors que les autorités françaises font de plus en plus pression sur leurs homologues algériens pour laisser l'avion redécoller vers la France, ces derniers, bien motivés par leur succès avec la mère du terroriste, tentent un autre move, cette fois-ci en diffusant un enregistrement d'un des prisonniers dont les terroristes demandaient la libération, pour les tromper. Un deuxième move encore plus efficace que le premier, puisque profondément agacés, et on les comprend, personnellement je me sentirais outré de me faire autant prendre pour un con comme ça, les terroristes décident de faire quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait, et ce sera un tournant majeur dans cette prise d'otage qui dure depuis plus de 36 heures. Choisissant un employé de l'ambassade de France, Yannick Beugnier, il est forcé de dire à la radio que si les autorités algériennes ne laissent pas l'avion redécoller, il sera abattu, de lui et tous les autres passagers de l'avion. Son message reste sans réponse des autorités et il est le 3e otage abattu par les terroristes. C'est à ce moment-là qu'à Paris, excédé par la tournure des événements, le gouvernement français, par l'intermédiaire du Premier ministre d'alors, Édouard Balladur,
exige avec véhémence que l'avion décolle enfin d'Alger, et ce avec des menaces proférées à l'encontre des autorités algériennes. Et je lui ai dit que je rendais le gouvernement algérien responsable de ce qui allait se passer. Et que je le ferai connaître à l'opinion internationale. Croyez-le ou non, mais les autorités algériennes ont eu peur, surtout parce qu'en fait le gouvernement français a aussi menacé d'arrêter de soutenir financièrement l'Algérie qui, je le rappelle, est en pleine guerre civile, et l'avion finit par décoller d'Alger, direction la France. Attendez, vous dites, il y a un problème, comment ça se fait que les autorités françaises laissent l'avion décoller? Vous inquiétez pas, ils ont tout prévu. En fait, après 40 heures de prise d'otage, les contrôleurs aériens chargent l'équipage du vol AF 8969 de faire croire aux terroristes qu'il n'y a plus assez de carburant pour allier Paris. Un gros bullshit, hein, on a vu ce que ça faisait les bullshit jusqu'à maintenant, mais croyez-le ou non, les terroristes tombent dans le panneau et l'avion atterrit à Marseille. Au même moment, les services secrets informent le gouvernement français qu'il est plus que probable que les terroristes comptent se servir de l'avion pour opérer un attentat terroriste. Le gouvernement, notamment par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, prend une décision lourde de conséquences. Quoi qu'il arrive, l'avion ne redécollera pas de Marseille. Et le fait que les terroristes requièrent 27 tonnes de carburant alors que 8 tonnes auraient suffi pour rejoindre Paris, confirme plus ou moins ce dessin lugubre. Air France 8969, on a besoin d'un complément de carburant. 27 tonnes 27 tonnes. L'escouade du GIGN est en revue de Majorque, le gouvernement charge le commandant en chef Denis Favier de reprendre l'avion par un assaut. Ce dernier use habilement de la fatigue des terroristes qui sont très fatigués après plus de 2 jours de prise d'otage. Le commandant Favier arrive à faire évacuer l'avant de l'avion, après avoir fait croire aux terroristes qu'une conférence de presse à bord était possible. Tout est prêt pour l'assaut, des tireurs d'élite se placent de part et d'autre de l'appareil, et le 26 décembre 1994, à 17h12 très précisément, le commandant Denis Favier ordonne l'assaut. Grâce à des passerelles mobiles, les 30 hommes du GIGN sont dépêchés à bord de l'avion. Les images sont absolument épiques. Les 4 terroristes sont très vite neutralisés et c'est un succès absolument tonitruant. Tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs, et du côté du GIGN, à part un blessé grave, aucun soldat ne sera tué durant l'opération, et ce, en 15 minutes. Le seul qui ne s'en sortira pas, c'est malheureusement l'avion lui-même qui, meurtri par plus d'1 millier de balles tirées durant l'opération, sera jugé irréparable par Air France et sera donc retiré de la circulation. On le devine bien, suite à cela, Air France suspendra ses vols vers l'Algérie, et ce jusqu'à la fin des troubles dans le pays. Cette opération, bien que délicate, est une prouesse de la part de notre GIGN, et à côté de ça, l'opération visant à arrêter les frères Kouachi après les attentats de 2015, je peux vous dire que c'était une sortie de vacances. Ce détournement accentuera malheureusement l'isolement de l'Algérie jusqu'à la fin de sa guerre civile, et il semble très clairement préfigurer les fameux attentats du 11 septembre qui auront lieu 7 ans plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, évidemment si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pollice sur Zoom, et si ce n'est pas encore fait, vous abonnez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, saluete, kondiski puli.